Face au monde machine, une série de podcasts présentés par Floraison avec les animaux politiques de Pièces et Main d'œuvre. Bonjour, bienvenue sur Floraison. Saviez-vous qu'à Grenoble, il y a un laboratoire à cyborg où des transhumanistes cherchent à transformer les gens en hommes-machines en leur mettant des nanos dans la tête? Alors ça paraît fou comme ça, c'est fou, mais c'est pas faux. Je vous promets que c'est pas une blague. Et c'est ce que vous allez découvrir dans ce 13e épisode de notre série Face au monde machine. Un entretien technocritique au long cours avec les Grenoblois de Pièces et Main d'œuvre. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, c'est dommage, vous ratez quelque chose. On vous conseille de commencer par le premier pour une meilleure compréhension globale. Dans les épisodes précédents, nous avons vu que les cybernéticiens et les technocrates considèrent l'humain comme l'erreur, qu'il faut le remplacer par des machines et piloter la vie sociale sur le modèle de l'usine. Tout un programme. Aujourd'hui, on va parler de Clinatech, ce laboratoire à cyborg de Grenoble, qui forge depuis 2006 certains outils pour les transhumanistes, à savoir des interfaces cerveau-ordinateur ou cerveau-machine qui permettent le pilotage des cerveaux. Cet épisode s'appelle « Piloter les cerveaux, machines et les humains ». Je vous souhaite une bonne écoute. Est-ce que je peux revenir sur la contrainte et prolonger sur l'autre aspect Donc j'ai expliqué que D'ailleurs sur ça, est-ce que c'est pas un continuum du contrôle à la contrainte? Alors on peut s'amuser à se dire que l'un va pas sans l'autre, et sans doute. Évidemment, pour contraindre, tu as besoin de savoir, de connaître, donc de contrôler, mais typiquement le QR code du pass sanitaire par exemple passe en effet, c'est de la contrainte clairement, c'est-à-dire si c'est vert tu rentres, si c'est rouge tu rentres pas, hein. Donc là tu es contraint par le flux de données descendant, mais il s'appuie sur un flux de données ascendant de contrôle qui est de vérifier si tu as été vacciné, etc. Donc tu vois, l'un nourrit l'autre, évidemment. Là, donc, on parlait de contraintes à l'échelle macro, à l'échelle sociale, hein, par le biais de l'environnement cybernétique, qui fait que à l'échelle des masses, elles sont contraintes, elles agissent d'une manière ou d'une autre. J'ai appris récemment, par exemple, que les agences de Pôle emploi, on leur supprimait les boîtes aux lettres. Donc ça, c'est typiquement une manière de contrainte, c'est-à-dire que les chômeurs ne peuvent plus aller déposer un papier à l'agence Pôle emploi, mais sont contraints d'aller utiliser leur espace personnel sur Internet, etc. Bon, bref. Ce qui modifie pas seulement leur quotidien, et le fait de se déplacer ou de pas se déplacer, mais qui modifie le rapport qu'ils ont avec l'administration et la façon dont eux-mêmes, au bout du compte, vont s'envisager dans ce système-là. C'est très profond, les modifications que ça induit. C'est pas juste superficiel sur on évite un déplacement. Non, c'est quand même un peu idiot de raisonner que comme ça. Et donc ça, c'est la contrainte sociale au niveau macro. Et puis nous, on a vu émerger la contrainte individuelle au niveau micro, à l'échelle individuelle, avec les neurotechnologies. Alors ça, c'était pas tout de suite évident quand on a commencé à s'intéresser aux nanotechnologies, mais c'est apparu assez rapidement en fait. D'abord, on a découvert qu'on avait à Grenoble des pionniers en matière de recherche neurotechnologique, avec notamment le professeur Alim Louis Benabid, qui est un neurochirurgien qui, depuis des décennies déjà, a mis au point des électrodes qu'il place dans le cerveau de malades de Parkinson. Et un peu par hasard, en bidouillant, en essayant des fréquences électriques, il s'est aperçu que sur certaines fréquences électriques, dans certains cas, chez certains malades, il arrivait à calmer les tremblements.
Donc il s'est fait un nom comme ça, et depuis il attend le prix Nobel de médecine qui ne devrait pas tarder. Bon voilà, ça s'appliquait à ces patients-là de Parkinson. Et quand arrivent les nanotechnologies, c'est-à-dire la miniaturisation de dispositifs électroniques, lui, il se dit, ah bah voilà, là on va pouvoir faire un grand progrès, on va pouvoir miniaturiser ces électrodes qui sont quand même très invasives et un peu brutales. C'est un dispositif quand même très lourd. Et si on arrive à faire des implants, enfin des dispositifs nanoélectroniques, alors on pourra faire des implants qu'on mettra à l'intérieur du cerveau, qui seront beaucoup plus légers, donc peut-être moins de risques d'infection, et puis surtout on pourra les mettre à des endroits plus fins. Et plus on avance, notamment avec l'IRM fonctionnel, l'imagerie du cerveau, plus on arrive à identifier des zones spécifiques qui vont commander telle et telle chose, et ainsi de suite. Bon. On a aussi un institut des neurosciences qui a été inauguré en 2007 et qui travaille là-dessus. Et donc, il manœuvre auprès du commissariat à l'énergie atomique qui a créé Minatech, donc le premier pôle européen des nanotechnologies, ouvert en 2006. Et il dit, moi aussi, je veux créer un centre de recherche pour bénéficier des nanotechnologies dans mon domaine. Et donc Halim Louis Benabid se retrouve dans le bureau de Jean Terme, directeur du CEA, et demande une collaboration pour créer donc la clinique expérimentale du cerveau qui s'appellera Clinatech, qui sera inaugurée en 2012 en toute clandestinité, parce qu'entre-temps nous lui aurons fait un peu de publicité et que donc ils ont peur des oppositions. Alors Clinatech, ça consiste donc à se dire on miniaturise, on fait des électrodes, des électrodes mais sous forme d'implants qui vont pouvoir envoyer de l'électricité dans certaines zones du cerveau, et donc on va pouvoir non pas se cantonner à Parkinson, qui finalement est un marché, une niche un peu étroite, mais élargir les applications. Et donc à tout ce qui est du domaine des troubles alimentaires, donc boulimie, anorexie, aux addictions, au TOC, et en gros à ce qui relève traditionnellement du domaine de la psychologie ou de la psychiatrie. Là, on va passer à un traitement neuroélectronique. Il suffit d'envoyer la châtaigne au bon endroit et la question est réglée. Et tout ça, c'est des choses qui sont découvertes fortuitement. C'est-à-dire que on s'aperçoit que quand on a mis des électrodes à des Parkinsoniens, ça avait des effets secondaires, que ça venait jouer sur des addictions, que ça déclenchait des addictions. Il y a des histoires sordides de gens qui se retrouvent drogués au sexe et qui vivent des vies infernales, etc. Parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, les zones du cerveau... Mais tout ça est très... ça se découvre un peu par hasard, c'est du bidouillage, quoi. Parce que le cerveau, c'est quand même un endroit compliqué, que malgré toute la publicité qu'ils font, on connaît pas bien. Et donc, ça donne lieu des fois à des expérimentations qui sont vraiment limites, quoi. Donc, tout de suite, on nous vend la chose en disant, on va, pouvoir améliorer la vie de ces gens, et deux, pouvoir faire des interfaces cerveau-machine, faire communiquer le cerveau avec des systèmes machiniques extérieurs, et là, on pourra faire marcher des tétraplégiques. Ça, c'est la promesse qui est faite par le biais d'exosquelettes commandés par la pensée, etc. etc. Bon. Et donc nous, il nous saute aux yeux une chose. La première chose qui nous saute aux yeux, c'est que jusqu'ici, le CEA développait, était en pointe sur les secteurs des nanotechnologies. Il a créé Minatech. Il travaille sur les biotechnologies, il est impliqué dans des travaux de recherche, biologie de synthèse, et ainsi de suite. Il travaille évidemment avec l'informatique, le domaine, donc toute l'expansion ST microélectronique, etc. Et là, il rajoute la quatrième corde à son arc, qui est les sciences cognitives, les neurosciences. Et si on les met ensemble, ça fait les NBIC, donc nano, bio, info, cogno, qui sont les 4 piliers de ce qu'on appelle les technologies convergentes, et qui sont les outils des transhumanistes. C'est-à-dire l'idée qu'en faisant converger ces 4 domaines-là à l'échelle du tout petit, on fait converger à l'échelle du tout petit les gènes, les neurones, les bits informatiques et les atomes.
alors on commence à hybrider le vivant et l'inerte et on commence à pouvoir envisager l'augmentation, avec des guillemets, des capacités humaines, soit avec des prothèses électroniques, soit avec des manipulations génétiques. Et du coup, tout d'un coup, on se dit, non mais attends, le CEA ici, il concentre les 4 grands domaines technoscientifiques. C'est la première chose qui nous frappe. La deuxième chose qui est évidente, c'est que en intervenant comme ça sur le cerveau et sur la connexion au cerveau-machine, ces gens travaillent au service évidemment de l'homme-machine. Enfin, c'est évident de le dire. Et donc on écrit des enquêtes sur Clinatech. C'est très difficile de le faire parce qu'ils travaillent sous le sceau du secret. Ils plaident le secret industriel, ce qui est quand même curieux pour une clinique expérimentale montée avec le CHU. Enfin bon, c'est un montage qui est opaque, obscur, sur lequel on a difficilement des informations, mais on arrive quand même à reboucler. On va à une conférence de Benabid où il déclare devant nous, enfin au début c'est pas qu'on est là, mais il est en terrain conquis, c'est ses chers amis, bon, et il est le héros, c'est quelqu'un qui se vit comme un héros de la science, hein. Et il déclare, bon alors on va me dire, mais est-ce qu'on peut faire marcher les gens au pas avec ces technologies Bah bien sûr qu'on peut les faire marcher au pas, mais on peut les faire marcher au pas par tellement d'autres moyens. Voilà. Donc le voilà dédouané. Voilà. Il est très fier de revendiquer sa filiation avec il est très fier de revendiquer sa filiation avec un neuroscientifique américain qui s'appelait José Delgado et qui déjà, au moins 10 ans, 15 ans avant, faisait des choses incroyables avec ses patients. Et son fait d'arme, c'était d'avoir arrêté un taureau en pleine charge en appuyant sur un bouton, grâce aux électrodes préalablement implantées. Donc, et c'est quelqu'un qui défendait l'idée d'une société psycho-civilisée. Voilà. Grâce aux implants, on allait régler les problèmes de délinquance, de violence, etc. Grâce à la société psycho-civilisée. Bon, Benabid, ça ne le gêne pas de revendiquer cette filiation-là. Et donc, il a ses crédits, il a son laboratoire. Alors, petit à petit, on apprend un peu des choses. On sait qu'ils ont une animalerie, qui torture des singes, qu'ils leur font des expériences un peu horribles sur eux. On sait que ils implantent des gens, qui mettent quelques implants sur des patients volontaires. Et puis, il essaye de temps en temps de faire un peu de pub en disant « Ah, l'exosquelette, ça progresse, on a un tétraplégique qui a fait ses premiers pas, etc. » En fait, quand tu regardes, c'est pas du tout lui qui a fait ses premiers pas, c'est juste qu'il est dans une espèce de sarcophage vertical et qui marche pour lui. Et le pauvre, lui, ses membres suivent le truc, mais c'est pas du tout lui qui commande et c'est pas... voilà. Et puis, voilà, donc en 2014, Halim Louis Benabid reçoit un prix qui s'appelle le Breakthrough Prize, donc qui est créé par les transhumanistes en fait de la Silicon Valley, hein, les patrons de Facebook, un ancien patron de Google, puis d'autres qui sont ouvertement transhumanistes et qui militent pour les technologies d'augmentation de l'humain. Et ils lui remettent 3 millions de dollars en remerciement de ses bonnes œuvres au service de la cause, hein, c'est-à-dire de l'innovation qui va permettre d'apporter aux humains tant de nouvelles améliorations, etc. Et lui est très fier, il plastronne, il se prête au jeu, il met son nœud papillon, il est dans un film très hollywoodien avec des violons où il dit « We must think of the unthinkable ». Donc voilà, il a bien... d'intégrer les codes d'Hollywood et tout ça, et à aucun moment il refuse d'être associé à ces gens, à leurs programmes, etc. Au contraire, il est extrêmement flatté et ça ne lui pose aucun problème. C'est beaucoup d'argent 3 millions de dollars, c'est pas mal, ça se refuse pas. L'année d'après, je crois, ou peu de temps après, le même prix sera attribué à Jennifer Doudna et Emmanuelle Charpentier, les deux co-inventrices de CRISPR-Cas9, les ciseaux génétiques qui permettent des modifications génétiques très faciles
Et de la même façon, elles acceptent le prix, l'argent, les honneurs, la cérémonie, et la publicité qui va avec. Et donc, les transhumanistes, ils avancent comme ça, c'est-à-dire qu'ils essayent de favoriser les laboratoires qui travaillent aux outils de l'homme-machine, de l'homme augmenté, évidemment. Et s'il n'y a pas d'objection, allons-y, en fait. Donc Benabid il joue un jeu qui est trouble. Je crois que c'est quelqu'un qui étouffe d'envie de reconnaissance, mais en même temps qui aime bien jouer avec l'interdit. Il n'a pas du tout de barrière morale. Ça lui plaît, quoi. Alors, il sait quand même qu'on est là, qu'on le critique, parce que chaque fois qu'il donne une interview, c'est pas très souvent, mais il peut pas s'empêcher de parler de nous pour dire des grosses bêtises. Donc il dit oui, je sais, pièce et main d'œuvre. Alors un jour il avait dit oui, il m'accuse de vouloir faire que des chimpanzés votent pour Sarkozy. Je sais pas d'où ça lui est venu. Je pense qu'il avait une électrode mal réglée. Mais en tout cas, il a comme une espèce d'inconscient sur moi qui lui fait mentionner ça à chaque fois. C'est très très bizarre. Et alors bon, je dois dire quand même pour finir l'histoire que on a appris récemment que Clinatech c'était un projet qui était en train de capoter et qu'on y était pour quelque chose. Donc on est très content de ça parce que pour une fois on a des résultats. Oui, j'explique pourquoi. D'abord, Benabid c'est un vieux monsieur, donc il était président honoraire de Clinatech, mais il n'avait plus de fonction rémunérée, je crois pas. Enfin bon, et donc il y avait un directeur de ce laboratoire qui s'appelait François Berger, qui était aussi un neurochirurgien assez connu à Grenoble. Et qui, au début, tenait des discours. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de lobbying auprès de l'Assemblée nationale, notamment de l'Observatoire des politiques de recherche scientifique et technique, là, je sais plus comment, l'OPE-CST, là, pour dire qu'il y en avait marre du principe de précaution, qu'il fallait donner de l'argent à la recherche, qu'on pouvait pas se permettre de freiner comme ça l'innovation, etc. Donc c'est quelqu'un qui était très moteur. Donc il était directeur de Clinatech. Et semble-t-il, il a commencé à avoir des troubles de conscience, entre autres, d'après les échos qu'on a eus de l'intérieur, liés aux enquêtes qu'on avait publiées et au fait qu'on mettait le doigt quand même sur le fait que ces gens-là travaillaient non pas au bien de l'humanité, mais au contraire à quelque chose de très dangereux, qui était la fabrication de l'homme-machine. Et je fais une parenthèse pour dire que peu de gens en France s'intéressent à ce qui se passe à Clinatech, mais qu'en ce moment, moi j'ai entendu encore récemment des gens s'indigner, et puis des gens pas obscurantistes, très progressistes comme il faut et tout ça, s'indigner du projet d'Elon Musk, autre transhumaniste de la Silicon Valley, le patron de Tesla, de SpaceX, etc., qui parmi ses nombreuses boîtes a une boîte qui s'appelle Neuralink, et qui fait exactement ce que fait Clinatech en fait. Avec lui, à terme, l'idée que on va se connecter directement à l'intelligence artificielle, bon, peu importe, mais c'est exactement la même chose. Et j'entendais ces gens s'indigner, comme quoi ce type était fou dangereux, etc. Et je piétinais derrière mon poste de radio en disant, mais oh les gars, on a les mêmes à Grenoble en fait, hein, ils font la même chose. Donc bon, ils ont réussi, Benabid a réussi à faire passer l'idée que lui, il travaillait pour améliorer le bien-être des gens. Qu'il était dans le soin. Bon, en fait, il n'est pas tellement dans le soin, ou très marginalement, et puis un soin qui est très contestable pour ce qui est des implants. Nous, on a été à une autre de ces conférences qu'on a un peu perturbée il y a quelques années, où justement il vantait le fait qu'il améliorait la vie des gens, des malades, etc. Et on a rencontré dans cette conférence une malade de Parkinson,
assez spectaculaire, hein, avec vraiment... elle maîtrisait pas ses gestes et tout ça. C'était quelqu'un qui était vraiment sérieusement malade et qui était furieuse et qui ensuite nous a donné un entretien pour expliquer en quoi la vision que Benabid avait des malades de Parkinson était une vision mécaniciste, et qui était hors de question qu'elle elle accepte d'être transformée en homme-machine, en femme-machine, et donc apportant un éclairage en fait sur son rapport à la maladie, aux soins et à ce qu'elle attend de la médecine, a radicalement opposé. Mais elle nous a clairement expliqué, elle a rencontré Benabid comme malade, mais elle nous a clairement expliqué que c'est quelqu'un pour qui les malades sont des outils. Et finalement, nous, on avait résumé ça en disant que Benabid mettait la santé au service de l'innovation. Pour moi, c'est exactement ce qu'il fait. Il se fiche vraiment de soigner des gens, etc. Ce qui l'intéresse, lui, c'est de faire des prouesses technologiques, quoi. Et donc, c'est intéressant d'échanger avec des malades qui sont touchés par ce genre de maladie, parce qu'il y a plein d'approches possibles, et de la maladie, et du soin, et de la manière de le traiter. Et il est évident que l'option implant électrique dans le cerveau, elle est contestable parce qu'elle transforme les gens vraiment. Et il faut savoir que c'est des hommes-machines, c'est-à-dire que tu appuies sur on, ça calme les tremblements, tu appuies sur off, tu reprends tes tremblements. C'est vraiment un interrupteur. Hein. Tu peux jouer sur les humeurs aussi. Et donc, voilà, ça joue sur les humeurs, ça joue. Le cerveau, c'est tellement complexe que ça vient modifier d'autres choses. Ça, je vous disais, il y a ce type-là qui s'était retrouvé, qui avait des problèmes d'addiction au sexe et dont la vie était devenue un enfer en fait à cause de ça. On joue pas comme ça impunément. Non, on met pas un interrupteur dans le cerveau et puis on règle les problèmes. Ça marche pas comme ça. Tu peux déclencher des euphories, ou tu peux déclencher au contraire des dépressions. Enfin, tu peux... Ouais, c'est très invasif et comme il dit, tu peux faire marcher les gens au pas. Et c'est vrai. Delgado le faisait. Hein. Il faisait des expériences sur ses patients qui étaient effrayantes, quoi. Hein. Effrayantes. Pareil pour l'histoire des tétraplégiques, en fait, ce qu'on sait évidemment, c'est que pour quelques cas infimes de gens vraiment tétraplégiques qui pourront éventuellement avoir une assistance, mais là encore, il y a énormément de choses à dire sur le fait que, en fait, ce n'est pas que tu retrouves l'usage de tes membres, c'est pas vrai, c'est que tu es agi par une machine, etc. Bon, tu peux estimer, je suis pas à leur place pour le juger, que ça vaut mieux qu'un fauteuil roulant, je sais pas. C'est une machine remplacée par une autre machine, peut-être que bon. Mais en fait, la véritable destination de ces recherches, c'est l'armée, c'est-à-dire l'idée du soldat du futur. Et là-dessus, j'aimerais bien vous faire une petite actualisation. Parce que nous, on a parlé du soldat du futur depuis 15 ans. Au départ, ils appelaient ça le programme Félin. C'était le fantassin avec des liaisons électroniques qui avaient une vision du champ de bataille, enfin bref, qui était beaucoup plus performant. Ensuite, il y a eu l'histoire des exosquelettes, c'est-à-dire l'idée que les soldats allaient pouvoir porter des charges très très lourdes, marcher très longtemps sans être fatigués, en étant inclus dans une sorte de carapace extérieure qui porterait la charge, mais qui marcherait en lien avec leur cerveau. Et alors là, les dernières nouvelles du soldat augmenté, je vais vous les trouver. Voilà, alors les dernières nouvelles, elles nous viennent d'un nouveau machin créé en décembre 2020 et qui est le comité d'éthique de la défense. Tout le monde a des comités d'éthique et la défense n'en avait pas, c'était dommage. Les comités d'éthique, comme chacun le sait, étant les chambres d'enregistrement des dernières avancées technologiques, mais enrobées dans un emballage qui permet d'expliquer aux gens qu'on a bien pensé à tous les risques que ça comportait. Et donc, le comité d'éthique de la défense publie en décembre 2020, donc il était créé avant, mais bon, il publie un avis portant sur le soldat augmenté. Donc, justement, l'utilisation de technologies invasives
d'augmentation, appliquée aux militaires. Et il s'intéresse donc dans cet avis aux moyens qui franchissent la barrière corporelle. Donc on est bien en train de parler de fusion homme-machine, hein, de ce que pratiquent notamment Clinatech et les laboratoires transhumanistes. Donc c'est des pages qui égrènent des recommandations habituelles, comme quoi il faudrait prendre des précautions. Principalement, la recommandation principale, c'est de dire que ça serait bien que ça soit réversible, parce que les soldats reviennent à la vie civile après, et donc il faudrait qu'on puisse les désactiver. Hein. Mais il s'agit bien, et le rapport parle d'augmentation, les augmentations, et sans guillemets. C'est comme si c'était finalement devenu acceptable et ça fait partie du programme, tout le monde est au courant. Donc il parle des augmentations. Il donne quelques exemples. Alors donc les implants corporels pour prendre le contrôle d'un système d'armes, par exemple un drone, donc que tu piloterais par la pensée, hein, ou bien les implants pour améliorer les capacités cérébrales par stimulation profonde. Donc ça, c'est le fait de venir jouer sur des zones cérébrales qui, par exemple, augmentent ta capacité de concentration. Et il existe déjà des systèmes qui sont pas des implants, qui sont extérieurs, des casques de stimulation profonde et qui permettent à des gens, déjà des soldats, de rester vigilants derrière leur écran, par exemple les pilotes de drones et tout, sans perdre leur concentration pendant très longtemps. Ça existe déjà, mais là, l'idée, c'est de les implanter directement dans le cerveau. Ou bien pour géolocaliser les alliés. Donc je sais pas trop comment ça marche, mais j'imagine que dans ton cerveau, tu as une voix qui te dit attention, hélicoptère à 10 heures, je sais pas quoi, bon, mettons. Ou bien perception de mouvement à 3 km. Enfin, bon, c'est les films de science-fiction, hein, L'homme qui valait 3 milliards, je sais plus, ça s'appelait comme ça quand on était petit. À la télé, il y avait un machin comme ça. Des substances pour améliorer la résistance en cas de capture par l'ennemi et d'opérations de torture. Les oreilles pour entendre les fréquences très basses ou très élevées. Ou bien la vision nocturne, les systèmes donc dans les yeux. Donc l'armée, très clairement, travaille à augmenter les soldats et les recherches de Benabides sont utiles pour ça, enfin, évidemment. Quand on va demander une augmentation à son patron, en fait, maintenant, on va se retrouver avec ça. Voilà, tu peux demander une augmentation, mais ça peut être sous la forme d'un plan pour la vision nocturne, par exemple. Bon, j'imagine que ça coûte cher quand même. Ça sera pas pour tout le monde, évidemment. Et puis le rapport dit on s'en tient juste aux 10 prochaines années parce que ça va tellement vite qu'on peut pas trop vous dire ce qui va se passer après, donc on préfère être prudent. Mais ce qu'on sait, c'est que ce qui est en train de venir, c'est ce qu'ils appellent la cybernétisation, c'est-à-dire en fait l'introduction de la robotique et de l'intelligence artificielle et des algorithmes auto-apprenants. Hein. Faut bien écouter ce que disent les militaires parce que c'est toujours important. Ainsi que des nanotechnologies dans les domaines de l'énergie et des matériaux. C'est ça les perspectives d'amélioration de l'armée et des combattants, sachant que toutes ces technologies sont duales, que ce qui se fait pour le militaire se fait pour le civil sous une forme adaptée à la consommation grand public. Et d'ailleurs, non sans cynisme, les responsables de ce comité d'éthique, dans une tribune qu'ils ont donnée au Monde, se dédouanent un petit peu en disant que non, c'est pas les militaires qui vont faire que ça se répande, tout ça. Ils écrivent: il y a fort à parier que les usages en vigueur dans nos armées demeureront en deçà de ceux pratiqués dans la société civile sous l'influence du consumérisme. Donc chacun se renvoie la balle, évidemment, mais le résultat est toujours le même, c'est-à-dire que on a encore des beaux progrès devant nous en termes de machination de l'humain. Lorsqu'un comité d'éthique donne des précisions sur ce type de technologie,
tu parlais de chambres d'enregistrement. Est-ce qu'il faut comprendre derrière que aujourd'hui il y a des programmes qui sont mis en place et qui travaillent réellement en sciences appliquées sur ces technologies, ou bien on est sur des projections militaires pour le coup Non, il y a des programmes qui travaillent dessus, bien sûr. Nous, ce qu'on a découvert quand Minatech a été inauguré en 2006, c'est que l'armée était présente et en fait, on a découvert à cette occasion que, en fait, l'armée, dans tous les labos de recherche de pointe, a priorité sur les recherches qui sont menées et qui éventuellement pourraient déboucher sur des brevets qui l'intéresseraient. L'armée peut arriver et dire ça, ce brevet, vous le mettez de côté, il est pour nous. On ne veut pas le voir développer dans la société civile pour l'instant. On va d'abord en faire un usage, nous, militaires. Ensuite, on verra, n'est-ce pas, le consumérisme, blablabla. Mais l'armée est évidemment présente. L'armée choisit des sujets de thèse d'étudiants à Minatech qui l'intéressent particulièrement, et ainsi de suite. Enfin, évidemment. Et ensuite, bien sûr, tout ce qui est décrit là, c'est des travaux qui sont en cours ou qui sont même déjà bien avancés dans les labos, les startups et même les GAFAM. Enfin, Google a posé un brevet il y a longtemps déjà sur un système de lentilles connectées. Donc, c'est des lentilles qu'on met sur les yeux qui sont connectées en fait à Google. À quoi d'autre? Mais ça reste encore un peu sommaire. Je pense que Neuralink, ça sera plus efficace parce que la connexion se fera mais directement dans le cerveau, quoi. Voilà. Donc en fait, on n'est pas en train de se raconter des histoires ou de se dire qu'on fait de la projection, du fantasme, etc. Nous, on travaille à partir de ce qu'on lit, de leurs programmes de recherche, que ça soit à Grenoble ou ailleurs. Hein. Mais tout ça, c'est déjà dans les tuyaux, bien sûr. Oui, parce qu'on se retrouve très souvent confronté à un discours futuriste de la part de technoprophètes dont on a cité les noms tout à l'heure. Bon, il y en a un qui est particulièrement suivi sur les réseaux sociaux, Elon Musk, qui a voulu d'ailleurs s'en saisir d'un, si j'ai bien compris. Mais on oublie que les applications sont aujourd'hui travaillées et il est peut-être question de quelques mois ou de quelques années avant qu'elles fassent leur apparition sur le terrain, avant d'être peut-être massifiées à la société civile. Oui, non, mais encore une fois, quelquefois, on nous a fait ce reproche en disant finalement, vous êtes comme eux, vous fantasmez le futur, vous prenez pour argent comptant les recherches qu'ils font, etc. Sauf que jusqu'ici, on n'a jamais été démenti. Et on arrive même au moment, là, en ce moment, où tous les programmes et toutes les choses qu'on a décrites depuis plus de 15 ans beaucoup arrivent à maturité. Et ça y est, on les voit émerger, on les voit converger, et on est surpris par rien, parce que finalement, ils ont fait ce qu'ils avaient dit. Alors bon, il y a de temps en temps un programme qui se plante, évidemment, mais la trajectoire, c'est celle-là, c'est celle qu'on a décrite et qu'ils ont suivie. Voilà, le cours principal de l'histoire n'a pas été arrêté. Sauf, donc, pour revenir à Clinatech, cette information qui nous arrive par la bande, selon laquelle donc François Berger, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas précisément, mais prend conscience de ce qu'il est en train de faire. En effet, nous on en voit des signaux dans des interviews qu'il donne il y a quelques années, où il commence à parler du transhumanisme, à dire non mais alors attendez, le transhumanisme c'est pas possible, ces gens-là c'est pas possible. Et ironie quand même de l'histoire, c'est que l'association française transhumaniste et son président Marc Roux relèvent notamment cet entretien, comme nous d'ailleurs, parce que nous écrivons dans le manifeste des chimpanzés du futur, bah oui, mais trop tard en fait, François Berger, parce que vous avez agi au service des transhumanistes tout en vous défendant d'être un transhumaniste, mais concrètement, matériellement, ce que vous faites, c'est au profit des transhumanistes. Et Marc Roux, de son côté, en tant que transhumaniste, dit la même chose. Et c'est terrible parce que il est pris entre les deux, mais en fait, c'est la vérité. Marc Roux dit la même chose. Il dit ouais, vous pouvez toujours vous dire que vous êtes une âme pure ou je sais pas quoi, mais de fait, merci, vous œuvrez pour notre projet. Et peut-être que c'est tout ça qui fait que on apprend un jour qu'il démissionne et qu'il quitte la direction de Clinatech. Et puis
Depuis lors, on apprend que, en fait, nos enquêtes sont lues à l'intérieur, que ça sème le doute chez un certain nombre de chercheurs qui s'en vont, qui démissionnent, et que, aux dernières nouvelles, Clinatech est un projet quasi moribond, et que nous en sommes coupables. Ce qui est, pour une fois, nous pouvons dire que ça sert à quelque chose de faire de l'enquête critique et de dénoncer les gens. Mais c'est ce que nous a dit une intelligence intérieure. Oui, c'est de l'intérieur qu'on a cette information-là. Quelqu'un nous a dit bah, vous avez tué Clinatech, vous avez tué le projet. Avec vos textes sur le transhumanisme et tout, il y a plein de gens à l'intérieur qui ont flippé, etc. Ou qui sont partis, ou qui se sont mis à en faire le minimum. Ou... Pour le coup, quand les gens nous demandent, mais en particulier parfois des jeunes activistes impatients, mais à quoi ça sert les enquêtes, à quoi ça sert l'enquête critique, ce qu'il faut c'est de l'action, etc. Waouh! Enfin, tu vois, je veux dire, on n'aurait jamais imaginé qu'avec des mots, on arrêterait un pareil projet. Enfin, c'est soutenu, parrainé par le CEA, par le CHU, par Minatech, vraisemblablement par les autorités locales, financées, nationales. Et au passage, on a appris des trucs horribles sur ce qui arrivait aux singes, aux chimpanzés. Mais bon. Ouais, ils ont une animalerie qui est assez répugnante, quoi. En fait, apparemment, ils injectent des substances aux singes sur la moitié seulement de leur cerveau, je sais pas comment ils font, pour déclencher Parkinson d'un côté seulement et faire des comparaisons entre les deux et ainsi de suite. Puis après, ça s'infecte et puis après, ils sont dans un état lamentable. Et puis bon, bah, qu'est-ce que tu fais avec tes pauvres singes, voilà. Mais enfin, ça, je crois que c'est le quotidien de plein de labos, à telle enseigne que... Alors là, je fais un saut historique, mais un des virologues lyonnais qui faisait partie du comité Covid là, de Macron, le comité scientifique, Bruno Lina, qui a fait partie des équipes qui ont contribué au fait que la France offre à la Chine un laboratoire P4 à Wuhan avec le savoir-faire des Lyonnais, s'était réjoui de ça en disant, parce qu'au début il était question de collaboration, que les équipes lyonnaises et françaises puissent aller aussi travailler là-bas, et il s'était réjoui de ça en disant que là-bas on n'aurait pas les emmerdeurs de la cause animale, qu'on ferait ce qu'on voudrait sur les singes et les chauves-souris, et que ça serait quand même un grand bénéfice pour la recherche, quoi. Donc voilà. Fin de la parenthèse. Et toutes ces avancées ou projets sont justifiés au nom de la santé, alors que c'est un aspect seulement du projet. Et j'ai l'impression qu'on est à même de les critiquer, de les amener dans le débat public quand on est à la croisée des chemins. Mais une fois qu'elles sont acceptées, pour prendre l'exemple de l'électricité, quand on critique l'électrification de la société, qu'on dit pour arrêter l'écocide en cours, il va falloir produire moins, voire arrêter. On nous ramène toujours à l'histoire des hôpitaux qui sont alimentés en électricité, nous montrant par la même occasion notre dépendance grandissante à ce système. Est-ce qu'on est bloqué à devoir et à ne pouvoir que critiquer les nouvelles technologies qui s'imposent? Tu ne dirais pas critiquer les anciennes technologies? Voilà. En partie à cause de cet argument de la santé, que vous voulez débrancher des gens. Non, mais alors la santé, la sécurité et maintenant l'écologie sont les chevaux de Troie, mais c'est vieux comme la technologie, ça. Hein. Enfin, ça a toujours été les chevaux de Troie des technologues pour faire avancer leurs projets. Ça a été formulé de façon extrêmement claire par Geneviève Fioraso,
qui était l'ancienne adjointe au maire de Grenoble, donc socialiste dans les années 90-2000, qui est devenue ensuite la ministre de la Recherche de François Hollande, et qui avait dit un jour, quand vous avez des contestations, il faut faire intervenir des associations de malades. Quand il s'agit de la santé, là, plus personne n'ose contester, etc. Enfin, c'était dit avec un cynisme typique de Geneviève Fioraso, je dois dire. Et elle a fait partie de Geneviève Fioraso a fait partie des huiles qui ont eu beaucoup d'échanges avec les Chinois au moment de la livraison du laboratoire P4. Mais elle était ministre de la Recherche, donc c'était normal. Donc c'était dit avec tout le cynisme nécessaire, mais c'est exactement comme ça qui résonne. S'il y a des oppositions, il suffit de mettre en avant l'argument de la santé. Et qui oserait contester des technologies dont on nous assure qu'elles vont améliorer notre santé. Mais quand on regarde les choses, on nous l'a dit pour les nanotechnologies, comme on nous l'a dit pour avant, les OGM, tout ce que tu veux, mais en fait, quand tu regardes les nanotechnologies, la part des investissements consacrés à la santé, elle est minime, mais vraiment ridicule par rapport à tout le reste des usages, des applications de nanotechnologie. Par ailleurs, on nous a dit les nanotechnologies c'est super parce que ça va permettre de faire des nanomissiles qu'on va envoyer sur les tumeurs et pour soigner les cancers de façon très localisée, et ça va être un énorme progrès. Pendant que dans le même temps, les nanoparticules qu'on fabrique en laboratoire et qu'on va répandre dans l'environnement vont créer la prochaine vague de cancer. Bon, enfin bref, on connaît l'histoire. C'est une fuite en avant sans fin. Donc je crois que l'argument, il faut être un peu... il suffit de poser 2-3 choses comme ça, de regarder historiquement... quels sont les progrès de la santé qui ont été réellement faits, à quoi on les doit, dans quelles conditions ils sont apparus, et c'est pas aussi mécanique que ça. C'est pas vrai que c'est l'électricité qui a tout d'un coup le plus aidé à... Enfin, on a d'autres éléments à prendre en compte aussi, la question de l'hygiène, la question de l'organisation des réseaux d'eau, enfin bref, toutes ces choses-là. Et puis aussi l'apparition de nouvelles maladies, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est passé d'un monde où les gens mouraient beaucoup de maladies infectieuses qui étaient principalement dues à des problèmes d'hygiène, de traitement de l'eau, etc. Beaucoup, en tout cas, énormément, à un monde où on meurt principalement du cancer, de maladies vasculaires, c'est-à-dire de maladies industrielles. Bon. C'est des façons différentes de mourir. Et encore une fois, ce qui saute aux yeux, me semble-t-il, c'est que les gains qui ont été réalisés en termes d'espérance de vie, par exemple, qui concernent une petite portion de l'humanité et sur une petite portion de temps dans l'histoire de l'humanité, parce qu'on est en train d'arriver au bout de cette histoire, se sont opérés au prix en même temps de la destruction des conditions de survie de l'humanité entière. Il faut mettre les deux en relation. Et là, du coup, la balance est déjà tout de suite moins avantageuse. Et puis l'espérance de vie, c'est une quantité, ça ne dit rien de la qualité, ce qu'il y a à l'intérieur. On a gagné on a gagné beaucoup d'années en EHPAD. C'est la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. Partagez ce podcast s'il vous a plu, c'est la meilleure façon de nous soutenir. Alors vous avez vu que le laboratoire à cyborg à Grenoble, où des transhumanistes cherchent à transformer les gens en hommes-machines en leur mettant des nanos dans la tête, c'était pas de la blague, je vous ai pas menti, c'est bien réel. De même que l'eugénisme. Et l'eugénisme, c'est justement ce dont on parlera la semaine prochaine, puisqu'on va ouvrir à l'intérieur de Face au monde machine un gros chapitre de 4 épisodes podcast consacrés à ce sujet. Donc on se donne rendez-vous vendredi prochain pour le 14e épisode, intitulé « La reproduction industrielle des humains ». À la semaine prochaine sur Floraison. Si l'on veut vraiment combattre toutes les dominations, hiérarchies, inégalités, discriminations, exclusions, il faudrait au premier chef se dresser contre la plus puissante, la plus menaçante et la moins réversible des dominations, le techno-totalitarisme. Ni techno-dieu, ni technomètre, vive la liberté et vive l'anarchie.